Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prospect, le podcast où on décrypte les tendances à suivre pour générer plus de revenus. Alors aujourd'hui, on va parler de comment optimiser sa prospection, notamment à travers l'exemple de Livestorm. Dans un contexte où la prospection coûte de plus en plus cher et de plus en plus difficile, j'en parle souvent ici, la tentation, c'est souvent de ratisser large pour avoir le meilleur résultat. Sauf que le problème, c'est que c'est le meilleur moyen de diluer vos efforts, d'épuiser vos commerciaux et d'augmenter votre taux de churn. La prospection ciblée, qu'on peut appeler aussi également l'account-based marketing, permet de résoudre ce problème-là en se concentrant vos ressources sur les targets qui comptent vraiment. Sauf que entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et c'est pour ça que j'ai invité Thibaut Davout, qui est l'ex-VP Growth Marketing de Livestorm, qui a piloté la transformation complète de la stratégie de prospection de sa boîte. Il est passé d'une approche product-led, donc ça veut dire très large, à une machine account-based marketing structurée. Ce qui est intéressant aussi également, c'est qu'il a réussi à optimiser la prospection de sa boîte, mais aussi également de permettre que l'organisation de l'équipe sales change complètement. On est passé d'une structure où on avait des BDR plus des accounts exécutifs à une équipe où on a uniquement des profils full cycle, donc qui gèrent la partie prospection, la partie closing. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cet échange? Plusieurs choses. Déjà, comment définir les bons comptes à cibler sans se tromper. Ensuite, comment trouver les bons intent data qui permettent d'avoir les bonnes approches. Ensuite, évidemment, comment nourrir vos comptes avec le bon contenu sur le long terme pour être top of mind et comment aligner les équipes marketing et sales. Évidemment, c'est le sujet qui revient très souvent. Du coup, si vous avez envie d'optimiser votre prospection ou de mettre en place une stratégie d'account-based marketing, c'est un épisode à écouter. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Thibaut, comment tu vas? Hello Laetitia, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être là. Bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté. J'ai hâte, j'avais hâte d'avoir cet échange-là parce que je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc toi, en fait, tu es l'ex-VP Growth Marketing de chez Livestorm, qui est une très belle boîte. Tu as clairement contribué à optimiser de manière significative la génération de leads de cette boîte, notamment avec une stratégie dont on parle beaucoup, qui est la stratégie d'ABM. Déjà, ma première question, ce serait ça, c'est OK, chez Livestorm aujourd'hui, à quel moment vous vous êtes dit, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse de l'ABM. C'était quoi le déclencheur? Ouais, il y a eu plusieurs éléments, mais le point significatif, c'est que Livestorm, donc c'est une solution de webinar qui est utilisée dans pas mal de contextes différents. On a eu un gros flux de clients entrants au moment du Covid, vu que tout le monde devait s'équiper sur du webinar, mais aussi de la visioconférence, et ça a fait que l'aspect positif, c'est qu'on a eu énormément de leads entrants et du coup de nouveaux clients, tout ça. On rajoutait à un moment quasiment 1 million d'ARR par mois pendant cette période-là. Mais l'inconvénient de ça, alors c'était une boîte très product-led, donc en fait les gens entrants prenaient directement des plans et passaient même pas forcément par des commerciaux, ce qui fait qu'on filtrait très peu les clients qui entraient. Et en fait, en 2022, on s'est rendu compte que on avait en soi un peu ratissé trop large, si tu veux, où en gros on avait un besoin de recentrer notre activité et notamment Mhm. notre lead gen et notre prospection sur les comptes qui nous apportaient le plus et qui restaient le plus sur la plateforme, quoi, qui avaient beaucoup moins de churn. Et du coup, en fait, ce constat-là, bon, il y a eu plusieurs petits signaux aussi qui se sont passés, notamment à un moment, quand on regardait les listes créées eux-mêmes par les sales, on voyait que il y avait des choses qui étaient complètement hors sujet. Je me souviens, alors ça c'est l'exemple que je donne un peu souvent parce que c'est le plus marquant, mais il y avait un des accounts exécutifs qui avait rajouté New Balance comme compte à cibler, alors on a zéro compte retail ou dans la mode chez Livestorm. Je pense que c'est juste qu'il aimait bien la marque et il s'est dit ce serait cool de l'avoir, de la signer. Et c'est là où en fait on a pris conscience que il fallait vraiment reprendre le contrôle sur le choix des comptes et le faire de manière éduquée par la data en fait et logique et pas juste au feeling. Et du coup, comme le produit est très horizontal, y avait pas mal de portes qui s'ouvraient. On aurait pu décider d'aller all-in sur l'éducation, par exemple, et de cibler des écoles et des universités. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de jouer sur notre force, qui est l'usage de Livestorm pour le marketing, donc viser des boîtes qui font des événements externes pour faire la promotion de leurs produits. Du coup, dans les grandes lignes, cibler plutôt des boîtes plus grosses. En gros, les top comptes signés par les accounts exécutifs, c'est plus de 1000 employés en moyenne. Donc à partir de là, on s'est dit qu'on allait diviser en fait le go-to-market de Livestorm en 3 grosses stratégies. Tu avais en fait au top, c'est l'ABM, donc c'est des comptes qui ont été choisis basés sur la data, mais choisis sur le TAM en fait dispo sur ces comptes-là. Donc
je vais pas rentrer dans les détails de tous les facteurs qu'on prenait, mais il y avait, tu vois, c'était un mix de taille de boîte, d'industrie, voilà. Donc ça, c'est vraiment la stratégie ABM. En dessous de ça, tu as la stratégie, alors qui est de plus en plus appelée ABX, où en fait, tu vas pas cibler des comptes que toi, tu as choisis, mais plutôt réagir aux signaux que tu vois sur le web, sur des comptes qui peuvent t'intéresser et mettre les sales dessus. Et en dessous de ça, il y avait tout l'inbound, donc en fait tout le reste, qui étaient parfois des clients qui sont hors client cible, voilà, mais qui rentrent d'eux-mêmes en fait et qui mettent leur carte bancaire. Et voilà. Et donc là-dessus, il y avait des actions différentes. Mais sur l'ABM, en fait, on s'est rendu compte de l'importance de faire ça parce que euh, on a vu qu'on avait un déficit d'awareness, enfin les comptes vraiment intéressants pour nous, souvent ne nous connaissaient pas. Même alors en France, c'était un peu mieux, mais à l'international, il y avait vraiment un déficit là-dessus. Et du coup, on s'est dit que en alignant tout le monde, on allait réussir en fait à côté market à faire des actions pour chauffer ces comptes-là et rendre Livestorm visible, pour ensuite enfin voilà, ouvrir le chemin et Ouvrir permettre le chemin pour les commerciaux. Ouais, exactement. Et donc, en fait, Ok. c'est comme ça que la stratégie marketing et growth a complètement shifté et on est devenu vraiment une machine un peu plus traditionnelle dans le sens marketing que maintenant, où en fait, le marketing préchauffe ces comptes-là et s'assure que c'est plus facile pour les sales de démarcher derrière, quoi. Ok. Alors déjà, je trouve que c'était une très très bonne idée de pas cibler les universités et les écoles. J'ai connu cette cible et ça aurait été beaucoup de travail et très décevant en termes de résultats. Mais au-delà de ça, tu m'as dit en fait quand on a préparé l'épisode que vous aviez sous-estimé la difficulté en fait de ce travail-là. Concrètement, qu'est-ce qui a été le plus dur que prévu? Parce que j'ai l'impression que c'était assez simple finalement de cibler tes boîtes. Voilà, qu'est-ce qui était dur en fait au final? La difficulté, c'est en fait, déjà, tu passes d'une logique de contact à une logique de compte. Donc, tu vas plus parler juste de leads et regarder où sont tes leads et essayer de les adresser, mais tu vas vraiment regarder le compte au global. Donc, ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue data, ton reporting, il va changer. En fait, ça va pas être la même chose. Donc, déjà, rien que ça, il y avait une grosse phase d'adapter tout le reporting, toute la data, s'assurer que tout remonte au niveau du compte et que du coup, tu as accès à tout au niveau du même compte. Donc, ça veut dire les sujets classiques dans le CRM, s'assurer qu'il n'y a pas de duplicate. Enfin, tu as tous ces sujets-là qui sont géniaux et pas toujours agréables à gérer, mais qu'il faut faire. Nos petites difficultés supplémentaires, c'est que on utilise HubSpot pour le marketing et Salesforce pour les sales. En fait, le CRM des sales, c'est Ah Salesforce. ouais. Donc, il faut faire communiquer les deux outils. Donc ça a été un peu galère. Et en fait, on a perdu beaucoup de temps là-dessus parce que du point de vue growth, nous, on voulait que les deux soient 100% raccord et que ce soit égal absolument, ce qui est quasiment impossible. Tu as toujours des écarts, ne serait-ce que des délais, tu vois, de synchro entre les deux outils, tout ça. Et en fait, on a perdu beaucoup de temps à essayer de faire ça parfaitement, alors qu'en fait, d'un point de vue sales, ce que tu veux, c'est juste quelque chose qui marche, tu vois, à 80% bien et en fait, qui permet à tes sales de performer, enfin, de bosser dès maintenant. Donc à ce niveau-là, je pense on a perdu un peu de temps sur la data et sur ces sujets de synchro. Clairement, c'est aussi quelque chose, une difficulté que j'avais sous-estimé, quoi. Je pensais vraiment que juste faire une présentation aux sales en disant bon, maintenant on cible des comptes et plus des leads, ça allait limite suffire, tu vois, et que le travail se serait fait. Mais en fait, derrière, voilà, il y a eu tout ça. Et il y a aussi un sujet de synchro. Tu vois, comme je disais, on a défini des segments qui, du coup, pour savoir ce qui rentrait dans la BM, ce qui rentrait dans le segment d'en dessous, qui était la BX, etc. Et ça, tu vois, il y a une réalité on se base sur la data, mais il y a aussi la réalité de l'équipe en place côté sales, quelle région on peut cibler, quelle typologie de compte on est à l'aise de faire et lesquels on n'est pas à l'aise. Et ça, tu vois, ça demande un petit peu d'intelligence aussi et de bien se synchro en fait avec les leaders, enfin les team lead sales pour être sûr qu'on a un plan qui tient. Et Ouais, et puis aussi, ouais, vas-y. j'imagine qu'en fonction des comptes, vous avez quand même level up le niveau des comptes. Et du coup, parfois, alors, au-delà de la dimension plus technique de ce qui est possible de faire en termes de démarchage, etc., il y a aussi le type de sales que tu as. C'est pas la même chose d'aller closer un deal small business que d'aller closer un deal en termes de posture. Est-ce que vous avez les sales qu'il faut? Est-ce que ça, c'était quelque chose sur lequel tu t'es confronté? Ouais, carrément. Ça a été un gros truc. Donc, côté sales et est-ce que c'est les bons profils, etc. J'ai envie de te dire, ça, c'est pas un sujet que j'ai géré moi-même. Tu vois, je l'ai vu se passer et j'ai Ouais. vu le changement s'opérer.
il s'est fait assez naturellement, tu vois. Les gens qui étaient plus à l'aise avec cette nouvelle posture, bah, du coup, sont partis ailleurs. Ils sont partis, ouais. Voilà. Mais à côté de ça, bah, du coup, il y a des gens qui sont au contraire très à l'aise avec le fait de gérer des comptes plus mid-market et enterprise. Et du coup, eux, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, tu vois. Et du coup, on a recruté des profils aussi à l'aise là-dessus. Mais d'un point de vue growth et market, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la manière dont tu vas chauffer ces comptes, en fait. Alors déjà, de base, la durée de closing est beaucoup plus longue. Quand tu vas ouvrir une porte avec un compte enterprise, faut s'attendre à 6 mois minimum, tu vois, de négo. Et même, en fait, avant d'ouvrir l'opporte, tu sais que tu vas avoir énormément de travail avant pour en arriver là. Et après, du coup, ça veut dire que ce que tu vas partager et la manière dont tu vas essayer d'ouvrir ces comptes d'un point de vue contenu que tu vas partager, d'un point de vue stratégie commerciale, est pas du tout la même. Quand on visait des plus petits comptes, on avait une stratégie qui était très, tu vois, d'un point de vue market, on faisait que du bottom of funnel. En fait, on présentait vraiment les forces de Livestorm par rapport aux alternatives. Donc, soit pas de solution, soit utiliser autre chose. Tu vois, très souvent, c'était remplacer Teams et Zoom sur les usages webinars, tu vois, parce que Livestorm est beaucoup plus adapté pour le cas d'usage. Et donc ça, c'est ce qu'on faisait au début, tu vois, on était habitué à dire, bah en fait, Livestorm, c'est vraiment mieux que ce que vous utilisez aujourd'hui, donc utilisez-nous, quoi. Mais pour les grands comptes, c'est pas du tout pareil. Les grands comptes, déjà, tu vas avoir plusieurs interlocuteurs, donc tu peux convaincre la personne qui va utiliser Livestorm in fine que c'est la meilleure solution, et la personne peut être fan de ta solution. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner le compte. En fait, derrière, il va y avoir des décideurs, il va y avoir, tu vois, dans le cas de Livestorm, mais je pense que c'est un cas classique dans beaucoup de cas, il va y avoir l'IT à convaincre, le procurement, tous ces trucs-là. Et en fait, ne pas comprendre ça, ça fait que tu as, ton taux de conversion est très mauvais parce que du coup, tu n'y arrives pas. Mm. Et Mm. donc, en fait, réussir à cibler ça Mm. et faire les bons contenus qui vont parler à ces personnes-là, c'est aussi du travail côté market parce que, tu vois, nous, on était pas armés. Parler de sécurité, économie, ROI, tous ces trucs-là, on le faisait très peu. Et du coup, on a dû complètement changer notre mentalité et le type de contenu qu'on créait, en fait, pour adresser aussi ces questions, quoi. Ok, très intéressant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que tu as parlé beaucoup de ton process de tiering avec le ton tier 1, ton tier 2, ton tier 3. En fait, j'aimerais quand même parce que souvent, tu vois, genre quand on dit ça, on se dit ok, on a tout compris, et après quand on veut essayer de réimpliquer, c'est compliqué, notamment de savoir en fait comment tu décides en fait quel compte tu vas cibler. Ok, tu décides de dire bah voilà, moi je vais aller chercher des gros comptes stratégiques. On va se dire ok, on va essayer d'aller chercher les gens qui ressemblent plus à nos clients. On va faire du look like, mais en pratique, ça donne quoi de faire du look like? Mm. Comment on fait ça en fait? Alors nous, on n'a pas vraiment fait de lookalike pour la liste ABM. En fait, ce qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a regardé, tu vois, c'est tout simple, tu regardes la liste, enfin le TAM en fait dispo sur tes critères. Donc nous, c'était plus de 1000 employés, on a ciblé des industries spécifiques, des pays spécifiques. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec une liste, je sais pas, je vais te dire un chiffre, on était à peut-être 1200 comptes. Nous, on savait qu'on voulait en garder 600, ou peut-être plutôt 800. Et du coup, ce qu'on a fait. Pourquoi ce chiffre? Bah Pourquoi parce ce qu'en chiffre? fait, alors ouais, Parce que en fait, je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question de se dire à quel moment j'ai un thème qui est intéressant. Et là derrière, dernièrement, j'ai une discussion avec sur WhatsApp. Il me disait bah en fait là, il me reste plus que 300 comptes, mais qu'est-ce que je peux faire avec 300 comptes? Tu vois, c'est peut-être peu, etc. Alors que finalement, c'est beaucoup, surtout quand on fait une stratégie d'ABM. Donc du coup, pourquoi vous aviez ce chiffre-là? ouais. En fait, il y a deux facteurs sur le TAM. Alors effectivement, c'est d'avoir quelque chose d'assez large pour faire assez de chiffres. Ça c'est évident. Si tu as un TAM très très petit, et alors il faut pas regarder que le nombre de comptes, il faut regarder aussi le revenu attendu sur ces comptes-là. Euh, un point notable à dire aussi, c'est que une stratégie d'ABM, en tout cas dans ma façon de voir les choses, c'est en fait tu sélectionnes des comptes que tu sais que tu vas closer un jour. En fait, c'est juste que tu t'apprêtes à devoir les bosser sur plusieurs années s'il faut jusqu'à les closer, mais tu vas y arriver. En fait, même ceux qui sont déjà équipés, du coup, tu rentres dans une mentalité où tu te dis, bah, ok, vous êtes équipé, vous avez peut-être un contrat sur un an ou même plusieurs années, mais en fait, au moment du renouvellement du contrat, on sera mis en face sur le contrat et là, on gagnera quoi. Ça déjà c'est un point important. Et euh, l'autre point, c'est donc il y a la taille du marché effectivement qui est important à regarder. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris le nombre de comptes fois le revenu moyen qu'on pourrait attendre, et du coup on estime combien ça fait. Et derrière, en fait, c'est le volume qui peut être travaillé par l'équipe. Tout simplement, si tu
ça sert à rien. En fait, si tu décides d'un TAM qui est plus grand que ce que tes commerciaux vont pouvoir absorber, bah, dans ce cas-là, tu vas être obligé de le resegmenter. C'est un bon problème à avoir, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, tu vas te retrouver à donner, on va dire, 2 fois plus de comptes à tes AE que ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, en fait, ils seront perdus. Ils vont pas réussir à prioriser. Enfin, tu vois, c'est logique aussi quand c'est un peu la paralysie du choix. C'est quand tu as trop de choix, tu sais pas où aller. Là où si tu restreins les choses volontairement, tu vas leur dire en fait ce quarter-là, on va cibler ces comptes-là et c'est une liste finie et c'est largement humainement faisable de tous les travailler. C'est beaucoup plus facile en fait pour les commerciaux. Donc Et tu as travaillé cette liste toute seule? Tout seul, pardon? euh, là on l'a fait en fait pour le chiffre de ce qui peut être ciblé. Ça du coup on a regardé tu vois le passé ce que les sales arrivaient à faire. On s'est mis d'accord avec le CRO, le team lead sales et du coup on a fait ça en intelligence. C'est le genre de décision où tu peux pas acter ça tout seul de ton côté growth et market parce que du coup ça impacte directement les commerciaux, leur cible, leur target et tout ça. Donc tu vas pas c'est pas toi qui va décider de ça tout seul. Mais du coup, Mmh. ouais, il a fallu. Donc, on a bossé ensemble pour arriver à un chiffre qui avait du sens et derrière, ça s'est fait comme ça, quoi. OK. Est-ce que du coup tu t'es, confronté alors dans ce moment-là en fait, j'en parle parce que c'est des trucs un peu que je vois tout le temps. Tu fais cette liste-là, il y a des moments, il y a des segments, il y a des choix à faire. Il y a en fait quand on prend des décisions et des shifts, on voit des opportunités partout en fait, surtout quand on discute avec les sales, quand on discute avec le produit et cetera. Oui, effectivement, tu prends pas cette décision tout seul, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Est-ce que ça a été un truc, de dire non à un segment, à certains segments en disant: «Bah, ça on prend le risque de dire non, même si il y a l'air d'avoir de la lumière». Je pense que c'est le truc le plus difficile à faire, non? Ouais, 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 c'est dur, mais souvent, si tu as un doute, c'est qu'il est basé sur des signaux qu'il faut écouter, quoi, et sur de la réalité. Tu vois, nous, on a un exemple qui est assez concret, je pense, qui répond exactement à ce genre de cas. En fait, dans les industries qu'on ciblait, il y a l'industrie de la santé, parce qu'on sait que Livestorm, c'est une plateforme qui est très sécurisée, voilà, qui a été créée à l'ère du RGPD, voilà, donc on sait qu'on gagne des comptes dans la santé, donc c'est souvent la pharma, voilà, ce genre de boîte. On a aussi les hôpitaux qui utilisent Livestorm, qui sont arrivés du coup en inbound à l'époque et qui ont décidé de prendre un plan eux-mêmes. Euh, mais la manière de vendre à un groupe hospitalier est très très différente que de vendre à une industrie, enfin une boîte pharma qui va plus opérer comme une boîte traditionnelle privée, quoi. Euh, en plus de ça, souvent les interlocuteurs sont pas sur LinkedIn, donc c'est-à-dire que la manière de les cibler et de trouver les bons contacts est complètement différente et il fallait inventer quelque chose de nouveau. Donc là, en fait, on a fait exactement ce choix. En fait, on s'est dit, on y arrive bien et ça fonctionne et on a des bons comptes qui sont dans des hôpitaux. Mais là, pour la stratégie d'ABM et de prospection, où les commerciaux vont devoir prendre le téléphone, appeler les personnes, baser ça sur de la donnée qu'on a trouvée et tout ça, ce sera trop compliqué. Donc, on le met de côté. Euh, et c'était plus une question de prioriser et de se dire ceux-là on les retire pour l'instant et peut-être que plus tard quand on aura fait le reste on reviendra dessus euh, que de dire voilà ad vitam aeternam mais voilà Bah, je trouve ça intéressant. Non, excuse-moi, ouais, je t'ai coupé, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu vois, justement, on a tendance à faire des raccourcis, à dire toujours, oui, il faut faire du look like, de regarder les clients que tu signes. Là, en fait, en l'occurrence, vous avez signé ces clients-là de manière assez facile, qui avait carrément, ça répondait à un pain parce que vous aviez la dimension sécurité, etc. Et pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez quand même regardé la difficulté d'acquisition, quoi. C'est-à-dire, ok, certes, en fait, ce segment, ils rentrent dans nos trucs, ils sont satisfaits, on a les armes pour pouvoir les trucs, mais par contre, en termes de difficulté d'acquisition pour le sales, c'est pas la meilleure target. Donc, il n'y a pas que le fait que ce soit des gens qui signent et avec lesquels vous faites de l'argent. Je trouve ça intéressant, en tout cas, de mettre cette nuance-là, pas que sur la liste de clients qui ont été tes clients, mais aussi de combien de souffrance ça t'a demandé de les avoir, en fait, de le mettre ça dans la balance. ouais, exactement. Un autre point à avoir, c'est que à côté de ces comptes qu'on a mis de côté, il y avait aussi beaucoup de volume sur d'autres comptes qui sont plus traditionnels qu'on arrivait à cibler via LinkedIn, etc. Donc du coup, ça a rendu la décision facile. Si on avait beaucoup moins de volume et qu'au final on reposait beaucoup sur les hôpitaux pour faire du chiffre, là du coup on aurait peut-être tu vois fait les efforts côté growth, Ouais. nous on se serait équipé pour cibler ces comptes-là et voilà.
Ok, trop cool. Bah, du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle d'intent, parce que tu as parlé en fait d'un de tes tiers où c'était beaucoup plus basé sur les intent data que vous pouvez aller choper. Bon, sur ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites, etc. Quand on a parlé ensemble, tu parlais du fait que vous aviez un intent propriétaire, d'une certaine manière, et que vous n'étiez pas forcément sur des trucs très génériques comme les levées de fonds, le recrutement, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour un peu donner des idées aux gens Ouais. En fait, déjà pour commencer, les intents c'est très bien, mais moi ce que je vois assez souvent, c'est que les boîtes, en fait, elles se fournissent avec une manière, enfin, tu vois, une source d'intent qui va être en fait générique, comme tu disais, tu vois, recrutement, tout ça. Euh, Ce qui est très bien, mais moi je pense il faut en faire quelque chose de plus précis pour la boîte. Tu vois, par exemple, sur le recrutement, juste de savoir qu'ils ont ouvert un rôle qui est peut-être pertinent pour ta boîte, c'est pas assez en fait. Il faut regarder ce qu'il y a dans l'offre d'emploi, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, qu'est-ce qui est mentionné, quels sont les axes stratégiques majeurs, etc. Et en fait, utiliser ça non seulement comme signal de OK, cette boîte, elle peut être intéressante à cibler, mais aussi comme information à fournir aux commerciaux pour, quand ils font contacter les personnes dans cette boîte-là, être pertinent déjà, quoi. Et du coup, nous, on est allé enfin, une étape plus loin. Alors, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on a pu faire parce que on avait le moyen de l'automatiser et c'était une donnée qui est accessible pour nous et qui est très pertinente. C'est peut-être pas toujours le cas pour toutes les boîtes et toutes les boîtes peuvent pas forcément répliquer ce que nous on a fait. Mais du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que euh, assez récemment, il y a 2 ou 3 ans, LinkedIn a rendu public les ads en fait que les comptes font sur LinkedIn. Et en fait, donc c'est un site ou une page publique où tu peux aller et tu peux même rechercher des mots clés spécifiques. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a regardé le mot clé webinar. Et on a scrappé les résultats. Donc ça fait qu'on a eu le résultat de toutes les boîtes sur LinkedIn qui font de la promotion de leur webinar en fait en payant des ads LinkedIn. Et du coup, derrière ça, déjà, rien que d'avoir les comptes qui font ça, ça valide le fait qu'ils aient du budget pour faire du webinar. Euh, et donc, déjà, rien que ça, c'est une info qui est utile à avoir. Donc, tous les comptes qui font ça et qui ne sont pas clients Livestorm, potentiellement, c'est des clients qui peuvent être intéressants. Mais l'étape d'encore après, c'est quand ils font de la promotion de leur webinar, 100% du temps, ils mettent aussi le lien de leur webinar sur la pub. Et du coup, le lien contient, dans la plupart du temps, l'information du logiciel utilisé. Et du coup, dans ces cas-là, non seulement on sait qu'ils n'utilisent pas Livestorm, mais en plus on sait quel logiciel ils utilisent. Et dans ce cas-là, en fait, on peut directement en fait dérouler l'argumentaire commercial en disant voilà, telle solution, on sait qu'on gagne parce que elle est très ancienne et du coup nous on est plus moderne, on fait mieux. Voilà, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect sécurité aussi qui peut être poussé. Enfin, après voilà, on déroule notre argumentaire commercial. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'était vraiment un intent qui est hyper spécifique pour Livestorm où là, tu vois, on allait même jusqu'au point où ça nous donnait en fait la solution concurrente qui était utilisée aujourd'hui. Et du coup, avoir cette information directement quand tu n'as même pas encore parlé au compte, c'est de l'or en fait pour les commerciaux parce qu'ils peuvent directement en fait être pertinents dès leur premier échange, quoi. En fait, c'est très bien. Et pourquoi je voulais, parce qu'effectivement, c'est très spécifique à l'externe. Mais en fait, pour moi, c'est le cheminement de la réflexion qui t'a poussé à ça. Souvent, on peut avoir une vision, en fait, on a un growth, on a une superstar dans une boîte, tu vois, qui a une idée de génie et qui va la mettre en place et qui va aider, voilà. Ce type d'idée-là, en fait, est-ce que tu as eu beaucoup de choses que vous avez testées avant pour arriver à ça? Comment tu prends une décision? Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes encore des boîtes aujourd'hui sur la partie growth. Et donc, j'imagine que t'as toujours en fait ce souci d'aller chercher un intent, je l'appelle comme ça, un intent propriétaire, d'une certaine manière, en fait, qui peut pas être utilisé par d'autres boîtes. Comment se fait cette réflexion-là, en fait? Comment se fait ce process? Parce que pour moi, c'est le plus difficile, c'est le truc plus difficile à craquer, quoi. Ouais. Alors nous, on a procédé en 2 étapes. La première, c'était de regarder, d'utiliser notre bon sens en fait du côté growth et market, se dire ok, qu'est-ce qui a des chances de signer, quels sont les signaux intéressants, quelles sont les infos intéressantes qu'on peut récupérer sur un compte, et les arguments que les commerciaux pourront pousser derrière. Euh, et en fait, donc ça c'était la première étape qui nous a permis de définir les premiers intents avec lesquels on a bossé. Donc le tout premier sur lequel nous on s'est beaucoup basé, c'était les offres d'emploi. Euh,
je veux aussi différencier deux types d'intent. Il y a ceux qui nous permettaient de faire remonter des comptes. Donc en fait, c'était les signaux où on se disait ce compte-là, il est mature et il est mûr pour nous et on peut le cibler. Euh, et les signaux qui vont permettre d'éduquer la stratégie sales, qui sont en fait deux signaux différents. Souvent, le signal qui va te permettre de trouver les comptes, il est peut-être juste pas trop utilisable pour faire de la prospection pure, mais il va te permettre d'avoir du volume en fait de comptes à cibler. Alors que tu as des signaux qui sont beaucoup plus précis, qui vont te permettre d'avoir le vrai argumentaire commercial. Donc ça déjà, il y avait cette différenciation à faire. Et une fois qu'on avait ça, bah, du coup, on a mis en place les choses, on faisait remonter les comptes et on a mis en place un cycle de feedback en fait hyper récurrent. On se voyait une fois par semaine avec les commerciaux pour avoir leur retour en fait sur ce que ça donne. Est-ce qu'ils y arrivent, tu vois. Donc le premier qu'on avait fait, c'était les recrutements, donc les job offers. Et on a fait tourner ça pendant un certain temps et en fait ça faisait beaucoup de volume aux commerciaux de comptes. Donc, ils étaient contents parce que du coup, ils avaient beaucoup de comptes à appeler. Et, tu vois, sur le papier, tu te dis, bah, c'est parfait. Ça leur fait. En fait, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Ils avaient déjà tout leur lead et tout leur compte à cibler par semaine. Mais en fait, derrière, au fur et à mesure des semaines, on s'est rendu compte que ça convertissait très mal. Les coups de fil, tu vois, ça décrochait pas, ça marchait pas, ça mordait pas. Et du coup, ce feedback-là, il est hyper important, tu vois. Si tu regardes pas ce que ça donne derrière, bah en fait, ça sert à rien. Tu peux pas juste te dire, moi c'est bon, j'ai fourni mes comptes aux sales et du coup mon travail est fait, quoi. Il faut fournir des comptes qui convertissent. Euh, et donc c'est là où c'est hyper important d'avoir ces feedback loops avec l'équipe commerciale. Et du coup, c'est là où en fait, en faisant ça, bah, on s'est rendu compte que les job offers, finalement, nous, c'est un Ça peu, marchait tu pas, quoi. vois, ouais, en fait, ça faisait du volume, mais derrière, ça convertissait pas. Donc, tu peux vite tu vois, tu peux croire que tu fais du bon taf parce que voilà, t'as des chiffres, des gros chiffres à montrer, mais en fait, derrière, ça marchait pas pour les Ça sales. convertit Donc, pas. là, on a décidé en fait de couper ça et de revoir notre copie. Et c'est là, du coup, on est arrivé à la conclusion de faire quelque chose de plus ciblé. Et c'est là où on a choisi de faire, du coup, le ciblage sur les ads de LinkedIn. Du coup, aujourd'hui, en fait, sur la partie intent, on en a parlé un peu, mais ça m'intéresse en fait que tu donnes un peu ton point de vue. Tu as parlé des intents génériques. De plus en plus, les CRM vont intégrer ces intents. On voit de plus en plus des gens qui ont pas mal vendu le fait qu'ils étaient des cracks sur des solutions comme Clay ou autres. Sauf que, bah, en fait, au fur et à mesure, forcément, les CRM vont intégrer ces trucs-là et donc ça sera accessible de plus en plus aux gens. Est-ce que du coup, les intents vont pas être une commodité? C'est quoi ton avis un peu là-dessus? Si t'en as un, hein, peut-être que t'en as pas et on passe à la question suivante. Oui, c'est le cas. Enfin, ça va devenir de plus en plus facile d'avoir accès à des intents. Tu vois, il y a plein d'outils qui existent qui permettent de faire ça. En France, on a Referly qui fait ça, qui propose, tu vois, des intents, visites de sites web, ce genre de choses. Euh, je pense que c'est très cool à avoir et je pense que ça va plus devenir un prérequis pour, euh, pour ensuite pouvoir actionner des stratégies pertinentes de prospection et de go-to-market, quoi. Donc, je pense que l'avantage concurrentiel, il sera pas sur le fait d'avoir accès à ces intents, parce que je pense que c'est de plus en plus facile de les avoir et en fait, maintenant, quasiment tout le monde le fait. Mais ça va être qu'est-ce que tu en fais derrière. Et je pense que tu vois, bah, si on reprend l'exemple du site web, tout simplement, des visites du site web. Donc déjà en France, on peut pas avoir la personne qui visite le site web pour raison de RGPD, de protection des données personnelles. Euh, mais plutôt, on a du coup l'accès à quelle boîte visite notre site. Mais ça, du coup, savoir quelle boîte a visité ton site web, c'est utile déjà jusqu'à une certaine taille de boîte, parce qu'une boîte de 100 000 personnes, tu n'auras aucune idée de quel département, enfin voilà, quelle région, quel département a visité le site. Donc ça, c'est valide jusqu'à une certaine taille de boîte. Et derrière, en fait, même la visite d'un site web tout simple, juste la homepage, c'est quand même un signal qui est très faible. Ça veut juste dire que la personne est venue, peut-être qu'elle est, si elle se trouve, elle est en phase d'achat, mais si elle se trouve pas du tout, peut-être que dans le cas de Livestorm, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui voulait voir un webinar et qui s'est perdu, qui est allé sur notre site web. Donc, il y a plusieurs niveaux là-dessus et je pense que vraiment l'intérêt, ce qui est important avec les intents, c'est savoir ce que tu en fais. Et du coup, par rapport à la visite de site web, bah, un filtre que tu peux ajouter par rapport à ça, c'est quelles boîtes sont allées voir certaines pages. Tu vois, typiquement, tu peux définir la page pricing comme étant une page clé où tu sais que si les gens vont dessus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un intérêt pour se renseigner sur la solution. Et du coup, tu vas filtrer comme ça. Tu vois, rien que d'avoir cette vision un peu plus détaillée que juste dire je vais recontacter toutes les boîtes qui sont venues sur mon site web, c'est déjà un petit peu plus précis. Donc, je pense que
comme je disais, ça devient de plus en plus facile d'accéder aux intents, mais derrière, en fait, il y a vraiment un travail à faire sur les utiliser de manière pertinente et aller plus loin dans la stratégie. Et potentiellement, il y a des intents qui vont juste servir à donner un petit score, tu vois. Un peu, ça va permettre de nourrir le score de lead, tu vois, d'un compte. Là, exactement comme tu vois, le téléchargement d'un e-book, ça peut l'être. Bah, tu vas avoir des intents beaucoup plus faibles, genre visite de site web, à regarder mon profil sur J2, tu vois, ce genre de choses, euh, qui sont utiles à avoir, mais qui sont, je pense, pas très utiles en isolation, en fait. Ils vont s'ajouter pour scorer ton compte. Ok, maintenant parlons de stratégie ABM. Pour tes comptes, notamment du tiers 1, tu parlais de warm-up, en fait, d'aller chercher tes comptes sur 2, 3 ans, etc. Parce que parfois, tu vas pas les signer tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que vous faisiez comme contenu? Quel était le contenu qui marchait pour pouvoir faire en sorte de les éduquer et de faire en sorte qu'ils soient plus simples pour les commerciaux? Je pense pas que l'approche de Livestorm ait été révolutionnaire, et je pense que c'est peut-être une prise de conscience qui est arrivée un peu tard de notre côté. J'en sais rien, en fait, je sais pas trop comment les autres boîtes voient les choses, mais nous, on a eu cette prise de conscience que contacter des boîtes en leur disant, en fait, en leur vantant les mérites de Livestorm directement, ça fonctionne pas. En tout cas, dans la stratégie ABM, c'est pas ça qui marche. Ce qui marchait, c'est vraiment de faire, en fait, de lancer une motion de demande gen classique. Donc, c'est-à-dire de beaucoup plus parler de sujets adjacents, en fait, qui intéressent nos cibles. Tu vois, quand on cible les marketeurs, donc tu vois, on a là, depuis quelque temps, on parle beaucoup d'IA, de comment tu peux utiliser l'IA pour faire du contenu, pour repurpose ton contenu, tout ça. Euh, Maximiser le ROI de ton webinar derrière, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est vraiment la nouvelle manière, enfin la façon dont on a changé les choses, c'est ça. C'est en fait, on a beaucoup plus mis l'accent sur tu vois, les e-books et tous les contenus qu'on pouvait rendre téléchargeables. En fait, on s'est vraiment dit, faut qu'on, même pas qu'on parle du produit Livestorm, ou alors très peu, et en fait qu'on parle vraiment des pain points et des sujets qui intéressent notre audience. C'est vraiment la stratégie très classique hein, de marketing. Mais nous, on s'est rendu compte que en fait, faire cette approche-là, ça servait les sales parce que du coup, les commerciaux, quand ils appellent un lead qui est assez froid ou qui a juste téléchargé un e-book ou ce genre de choses, il va pouvoir en fait rebondir là-dessus et lui parler de ça plutôt que tout de suite lui parler de Livestorm et tu vois, un peu éviter, enfin, s'assurer que il y a une baisse de bouclier, tu vois, et pas se retrouver direct dans une sorte de démarchage commercial tout de suite qui est un peu, enfin, souvent un peu problématique et qui peut braquer les gens. Euh, et un autre exemple, c'est quand on a mis en place une stratégie d'événements, en fait, où on organisait des événements, des tables rondes, des choses comme ça, où on pouvait parler d'un sujet qui parle, enfin, qui concerne notre audience. En fait, une des stratégies commerciales, c'était d'appeler des clients, enfin, ouais, des employés de boîtes très, très clés pour nous et de les inviter à ces événements-là. Et en fait, c'est pas, tu vois, tu vas pas directement ouvrir une porte ou te dire le deal il est closé parce qu'il est venu à l'événement, mais tu te dis en fait une participation à un événement aujourd'hui, ça peut potentiellement, tu vois, ouvrir les portes à une discussion plus récurrente. Peut-être que dans 6 mois, on les invitera à dîner parce qu'on est présent sur un truc et en marge d'un événement, on va pouvoir reprendre un déj ou un dîner et on va pouvoir développer la relation. Et petit à petit, en fait, ça va mener à se mettre beaucoup, enfin, en bon terme avec le compte et comme je disais tout à l'heure, s'assurer qu'au moment où ils vont être mûrs pour acheter une solution comme Livestorm, bah, ils nous considéreront et voir potentiellement ils nous achèteront quoi. Euh, je pense que c'est un des gros une des grosses nouveautés quand on fait de l'ABM, c'est en tout cas dans notre cas quoi, les comptes ABM, c'est des comptes des grands groupes et du coup la grosse nouveauté c'est que la signature est vraiment pas immédiate, loin de là, ça prend comme je disais 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et il y a vraiment ce changement d'échelle en fait fait que les wins, tu prends tout ce que tu peux avoir qui va dans la bonne direction, tu le prends en fait et tu le célèbres. Euh, Pas autant que si c'était un closing, mais quand même bien et ça a sa place parce que tu sais que tu avances dans la bonne direction. Là où quand tu fais, tu vois, beaucoup de volume avec des comptes plus petits, bah du coup tu te satisfais pas juste du téléchargement d'un ebook, tu vois. Au mieux côté market, c'est des vanity metrics où tu te dis bah c'est bien, on a fait tant de téléchargements d'ebook et tant de leads avec cet ebook, mais l'important derrière c'est de convertir les leads. Voilà, c'est vraiment une approche un peu différente.
Et du coup, en fait, je t'avais dit, tu vois, que aujourd'hui, en tant que sales, 70% de nos deals, on les close pas. Bon, après, ça dépend du taux de closing évidemment des boîtes, hein, des boîtes qui ont un taux de closing plus important. La dimension de nurturing est de plus en plus importante, de savoir réengager en fait pour un commercial, quelqu'un avec qui j'ai parlé il y a 6 mois, 1 an. Ça aujourd'hui, j'imagine effectivement que vous aviez votre part là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous aviez mis en place sur comment faire pour en fait aider le commercial à le relancer de manière intelligente? Justement, je fais un post là-dessus sur LinkedIn, de manière intelligente les deals. Ouais, il y a plusieurs trucs qu'on a mis en place pour s'assurer qu'il y a un nurturing correct des comptes. Sachant que c'est un des points où, pour être totalement honnête, je pense qu'on n'était pas encore parfait, même au moment où je suis parti fin juillet, il y avait encore des choses à faire. Euh, mais il y a plusieurs points. Quand tu fais de la BM, déjà, comme je disais tout à l'heure, là, le point de vue, c'est que tu vas pas closer que 30%, comme tu disais, mais tu vas en closer 100%. En tout cas, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et donc, d'être prêt à bosser sur le long terme pour y arriver. Euh, et du coup, ça veut dire que un compte sur lequel les commerciaux rament, ils voient qu'ils avancent pas, ils se disent ok, là c'est bon, on se prend que des portes, ça fonctionne pas et il faut qu'on arrête de le prospecter activement. Il faut en fait que les commerciaux ils aient la possibilité de renvoyer ce compte-là au market. Et du coup, bah, c'est assez simple, c'est l'ajout d'un bouton dans le CRM où tu peux juste renvoyer le compte au marketing. Et du coup, le but, c'est de refaire du nurturing classique, donc avec assez peu de contacts, mais quand même pour rester présent dans leur enfin, dans leur esprit. Et comme je disais, du coup, repasser d'un moment où on a plus un dialogue commercial, où on essaye de vendre, donc ça c'est le côté sales, à un moment où en fait on va plus nurturer avec du marketing, donc les inviter à nos événements, leur partager les nouveaux e-books qu'on fait, etc. En fait, le but c'est vraiment de les aider et de faire en sorte qu'ils voient la marque et les sujets dont on parle comme quelque chose qui les aide en fait au quotidien et voilà, et se mettre en bon terme avec eux, quoi. Euh, voilà, donc ça c'est le premier point, c'est de permettre aux sales de renvoyer au nurturing les comptes sur lesquels ils n'arrivent pas à avancer. Et après, c'est ceux sur lesquels on n'est peut-être pas activement en train de bosser ou peut-être, tu vois, où on sait que la vague est passée et ce sera pour plus tard la signature, ou ce genre de choses. Bah, c'est pareil, en fait, c'est s'assurer que ils sont toujours contactés et que c'est pas la responsabilité d'un commercial de s'assurer qu'ils sont bien ajoutés dans la bonne campagne, etc. et qu'il faut faire ce travail manuel. Voilà, donc là, il y a plusieurs manières de faire. Nous, on avait un flow où s'il y a un contact n'était pas contacté depuis 90 jours, il rentrait une campagne marketing de notre côté. Mais tu vois, il y a d'autres façons de faire. Nous, ça fonctionnait à peu près. Enfin, en tout cas, ça s'assurait que on n'avait pas de zone d'ombre, en fait, que tout contact intéressant pour nous continuait à recevoir des comptes et n'était pas oublié, quoi. Recevoir des campagnes et n'était pas oublié. Trop bien. On va arriver à la fin de l'épisode. Tu m'as dit qu'en fait, Lifestar, vous avez du coup supprimé les BDR. Et donc du coup, j'aimerais savoir en fait justement qu'est-ce qui a poussé cette réflexion-là de supprimer les BDR. Est-ce que c'est parce que la stratégie ABM fonctionnait tellement bien que vous n'aviez pas besoin de BDR, ou est-ce que vous êtes passé sur la partie full cycle, et comment s'est passé justement, c'est le rêve de tout le monde, cette transition? Euh, le point déterminant qui a mené à cette décision, c'est la valeur moyenne des contrats qu'on signait. En fait, si cette valeur est trop faible, en dessous d'un certain chiffre, alors j'ai plus le détail exactement, et peut-être que C'est moins. Il faut pas que ce soit en dessous de 20K. Globalement, c'est les chiffres plutôt américains. voilà, c'est ça. Moi, j'ai aussi ce benchmark en tête. Je sais plus exactement. Voilà, je pense qu'on était à peu près dans ces eaux-là côté Livestorm. Et en fait, tant que tu n'arrives pas à régulièrement closer au-dessus de 20K des comptes, ça n'a pas de sens d'avoir des BDR parce que du coup, tu vas bah, déjà encourager une prospection, tu vois, en deux temps ou avec les problématiques qu'on connaît de bien faire le passage des BDR aux AE, etc. Euh, et à la fois, au moment du closing, tu vas te retrouver à rewarder bah, les BDR qui ont travaillé sur le compte, plus l'AE qui a closé. Et du coup, ça fait que si tu as un contrat qui est trop faible, bah, du coup, tu t'y retrouves pas parce que tu donnes juste un trop gros pourcentage de reward. Ce qui est très bien, hein, c'est bien de récompenser les commerciaux quand ils bossent, mais du coup, ça n'avait pas de sens de faire ça sur une grande partie de nos comptes. Et donc, c'est là où on a décidé de passer en full cycle AI.
L'autre avantage, c'est que, comme je disais, il n'y a plus cette notion de passation de BDR à AI. Il n'y a plus aussi cette sensation de... C'est assez moderne aussi dans la perception, mais tu vois, je pense que les gens en ont marre d'être dans des calls de discovery où en fait ils répondent juste à un questionnaire qui est préfet, où on te demande, en fait, on te qualifie, quoi. Euh, et je pense que peut-être que enfin, je comprends pourquoi les boîtes le font et nous aussi on le faisait. Et c'est toujours, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est capital en fait d'avoir ce discovery call en amont et savoir en fait Je suis si le d'accord. compte il est pertinent pour nous, s'ils ont les bons volumes d'usage, etc. Donc ça, il faut le faire. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire passer si en fait l'interlocuteur qui le fait, c'est ton AI et qui va rester avec toi sur toute la durée du deal et du contact. Donc nous, ça nous a vachement aidé ça. Et je pense qu'il y a des relations de confiance qui se créent vraiment avec nos sales et nos prospects maintenant, où tu vois les sales qui performent bien, bah, ils arrivent à rester en contact avec des gens qui n'ont pas converti sur une année N et à N plus 1, N plus 2, la personne revient vers nous parce que voilà, on est en bon terme avec eux, ils s'entendent bien avec l'AE et ça passe comme ça. Je pense qu'il y a cet argument-là. Euh, et donc, ouais, et même, tu vois, en interne, réussir à bien faire la passe entre BDR et AE, ça rajoute en fait, ouais, toujours compliqué. Ça rajoute de la complexité. Du coup, en fait, je voulais te poser une dernière question parce que c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un. T'es resté très longtemps sur Livestorm. Aujourd'hui, c'est une performance en fait d'avoir des gens qui sont restés autant de temps dans une boîte, donc qui ont eu le temps de voir tu vois, des hauts, des bas, etc. Et dans une période aujourd'hui qui est un peu complexe. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui différemment en fait si tu devrais reprendre une boîte là sur cette partie-là justement prospection avec le contexte que tu connais actuellement? euh, Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui que tu donnerais comme conseil à des gens, à des équipes de revenus, voilà. Ouais, je pense que être très réaliste sur le type de profil que tu gères quand tu gères une équipe growth, surtout growth et un peu marketing aussi, par rapport aux profils commerciaux. Donc en fait, si on résume Livestorm, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'un go-to-market qui était très, tu vois, product-led, 100% d'inbound, tout ça, à une stratégie qui est maintenant sales-led en fait, qui est au fait où le growth et marketing est entre guillemets au service de l'équipe commerciale pour leur donner des leads et des comptes à bosser. Et je pense que être en fait, je sais pas comment le dire, peut-être amener une mentalité un peu plus sales dans ton équipe growth, c'est vraiment primordial pour réussir à faire cette transition. Et nous, en fait, on a mis trop de temps et ça a été trop longtemps vraiment siloté. Où en fait, tu vois, growth, penser à la data, au taux de conversion, tout ça, et pas vraiment trop à l'humain. Et à l'opposé de ça, du coup, sales voyait le côté, bah, tu sais, ça bouge très vite. Les sales, d'un quarter à l'autre, tu revois tes targets, tu revois tes cibles, les régions que tu cibles, etc. Euh, et en fait, je pense qu'on a eu trop tard la décision, enfin la discussion de se dire des deux côtés, faut que les deux côtés mettent de l'eau dans leur vin en fait et ça, en gros, s'adapte un peu au fonctionnement de l'autre équipe. Et je pense que comprendre c'est ça qui a tout débloqué en fait. C'est de se dire, ok, growth, d'accord, on base les segments sur des critères très, très bien définis, mais tu vois, dans une liste ABM, bah, comme tu définis tes comptes, c'est aussi ok de dire ce compte-là spécifiquement on le rajoute ou ce compte-là spécifiquement on le retire, tu vois. Enfin, ça peut être un peu plus adapté pour si ça fit ce que veulent faire les sales, c'est ok de faire ça, tu vois. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et pareil, tu vois, je te disais, le fait de moins s'attacher du temps à faire la data parfaite et envoyer les comptes parfaitement dans le CRM, c'est aussi bien, tu vois. Au bout d'un moment, il faut avancer, tu vois. Les commerciaux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre, ils veulent faire leur job, en fait. Et ton but, c'est, en tant que growth et marketeur, c'est leur permettre de faire ce job le mieux possible. Et en fait, il faut jamais perdre ça de vue, tu vois. Ton job, c'est pas de donner de la data parfaite et d'avoir un spreadsheet qui est nickel, tu vois. Ton job, c'est d'empower les sales pour faire leur meilleur boulot, quoi. Hyper intéressant dans un contexte où on voit des posts LinkedIn avec des fusées, des process et des workflows incroyables. Je trouve que c'est hyper pertinent de le dire actuellement. Écoute, merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup pour tes partages. C'était vraiment très cool. Où on peut te trouver en fait si on a envie de te poser des questions? Est-ce que tu es disponible pour répondre aux questions des gens? Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invite, c'était très cool. Et ouais, bah moi, du coup, le meilleur moyen pour me trouver, c'est sur LinkedIn, donc Thibaut Davout. Et ouais, j'essaye de répondre à tous les messages qu'on m'envoie sur LinkedIn. C'est pas toujours évident, mais j'essaye au maximum. Donc, n'hésitez pas à me contacter et à m'ajouter sur LinkedIn. Ok, très cool. Merci beaucoup. À très vite.